bonjour et ravi de vous retrouver sur HTV, le live quelque part en Occitanie. Et c'est samedi, et samedi c'est les zéros du confinement. Et les zéros du confinement, on va retrouver notre ami Philippe Monté. Philippe, comment vas-tu ? Bonjour à tous les confinés, les héros du confinement qui vont nous rejoindre dans quelques instants, et pour celles et ceux qui vont nous regarder, nous écouter, peut-être partager aussi notre échange, puisque vous avez la possibilité de le faire sur le Facebook Live. Vous avez un petit endroit où vous pouvez mettre commentaire, vous cliquez parce que vous êtes avec nous, vous voulez nous le faire savoir, vous avez une question à poser à l'un de nos invités ou à l'une de nos invités, n'hésitez pas à le faire. Alors, moi j'ai le plaisir de partager un petit moment avec vous, avec des gens que j'ai eu le bonheur de rencontrer à l'occasion de ma profession d'animateur sur la grande radio qui est Radio France et sur la locale de France Bleu Héros en particulier. Alors je voudrais faire un petit coucou en même temps à tous mes camarades qui sont évidemment sur le pont pendant que la radio doit, elle, fonctionner comme d'habitude et dans les conditions que nous connaissons dans le confinement. Alors je voulais aujourd'hui vous faire partager une discussion avec des gens qui, à mon avis, ont plein de choses à nous raconter, à partager avec nous. Alors je vais commencer parce que je suis un garçon bien élevé par Daniel Jackson, que je salue. Je remercie d'être à nos côtés. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe et bonjour à tous ceux qui nous regardent et aux co-confinés. Aux confinés que nous sommes tous. Alors toi Daniel, tu es du côté du Tarn. C'est en l'occurrence là que tu t'es retrouvé finalement au moment du confinement, parce que tu aurais pu te retrouver presque n'importe où sur la planète, car ton métier aujourd'hui, celui que tu as souhaité pratiquer, c'est celui de l'aviation. Tu es pilote, tu as passé des brevets, tu vas nous expliquer ça dans quelques instants, et tu as, comme d'autres invités d'ailleurs, un parcours très éclectique, très hétéroclite, avec en plus une double culture que j'apprécie particulièrement, puisque tu as des origines anglaises et tu vis en France et tu parles surtout très très bien français. Alors Daniel, ne bouge pas, on revient vers toi, je vais faire un petit tour des présentations de toutes celles et ceux qui sont avec nous. Romain Tarusson, salut Romain. Salut Philippe. Alors Romain Tarusson, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui aime les vies multiples et qui depuis quelques années a créé avec d'autres passionnés de voyage et d'aventure un festival formidable. Il est né en 2016, ce festival à Montpellier. Aujourd'hui c'est une grosse machine, une grosse mécanique qui forcément est dans l'inquiétude aujourd'hui, parce que la prochaine édition, la 4e je crois, Romain, devrait se trouver au mois de septembre. Alors il est bien sûr trop tôt pour envisager qu'elle s'annule ou qu'elle se déroule, mais on parlera d'une initiative avec toi, puisque on peut, via le site internet du festival aujourd'hui, regarder plusieurs films que des réalisateurs, que des participants aux précédentes éditions ont souhaité mettre en ligne, ce qui nous permet quand même, en étant chez soi et via internet, de voyager. Romain, je te remercie d'être avec nous, parce qu'on va avoir l'occasion de mieux présenter ce festival avec toi. Merci à toi pour l'invitation. Nous avons Henri Roman, mais peut-être vous ne le connaissez pas, c'est Ricoun. Alors Ricoun, c'est la star, c'est l'idole des férias du Sud. C'est quelqu'un qui depuis de nombreuses années parcourt le Sud avec sa guitare, ses musiques, ses paroles, ses chansons, ses tours de chant, ses spectacles, et qui n'hésite pas aussi à bouiller en ce moment la chemise chez lui, puisqu'il a l'occasion de nous faire partager quelques chansons qu'il écrit pour le coup en rapport avec la situation que nous connaissons. Bonjour mon cher Ricoun. Et bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs et tous les confinés bien sûr, qui sont comme nous à la maison. Alors Réboussier, comme on le dit dans le Gard, Ricoun, qui tout à l'heure prendra peut-être la guitare, comme j'ai amené la mienne. Alors je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, c'est une guitare toute minuscule, toute rose, qui est un peu symbolique, d'abord parce que la musique c'est ce qui nous accompagne toutes et tous très souvent. C'est toi qui as volé la guitare à Manitas? C'est ça, c'est la guitare à Manitas, mais en version modèle. C'est surtout une clé USB dans laquelle on peut évidemment mettre beaucoup de choses et essayer d'utiliser son temps, son confinement, pour ne pas laisser échapper le temps et ne rien faire. Alors, on va commencer avec toi, Daniel, parce que je t'ai rencontré il y a quelques temps de cela. Tu avais un métier à l'époque et depuis, tu as changé de métier. Je te laisse le soin, Daniel, de te présenter, de nous dire d'où tu viens et ce que tu fais.
Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Danielle Jackson, je suis autant anglaise que française puisque j'habite en France depuis 2001, donc cela fait 19 ans. Philippe m'a rencontrée encore quand j'étais chef pâtissière, mais la carrière n'était plus pour moi et j'ai choisi la vie de pilote de ligne et pilote de voltige. Voilà. Donc un parcours quelque peu atypique mais fortement enrichissant. Et au moment où tu décroches tes brevets pour pouvoir voler, en précisant que tu t'es concentré sur l'aviation commerciale et l'aviation acrobatique. Je t'ai vu en acrobatie également. Oui, donc je me suis concentrée sur la flotte Airbus. Donc j'ai fini ma formation il y a un mois et demi de cela sur l'Airbus A320. Voilà, donc c'est un peu la machine du Sud, on va dire, hein, puisque Toulouse fait partie Toulouse est Airbus, quoi. Et voilà, je me suis aussi consacrée à la partie extrême, qui est celle des acrobaties aériennes, et donc de la voltige. Et on espère pouvoir faire les championnats à nouveau cette année. Alors Daniel m'avait rendu visite dans l'émission que j'anime sur France Bleu Héros et le jour où je l'ai reçu comme pâtissière, il m'a dit écoute Philippe, je vais te faire une confidence mais j'ai envie de faire autre chose. Alors je me suis dit tiens peut-être elle va se lancer dans la cuisine ou peut-être dans un métier comme ça à portée de tout un chacune. Et puis quand elle m'a dit non je vais apprendre à voler, on imagine la formation que ça nécessite avec peut-être pour toi un avantage c'est celui de maîtriser la langue anglaise parce que en l'occurrence c'est la langue qui est utilisée dans l'aviation par tous. Oui, tout à fait. L'anglais donc a été absolument nécessaire pour l'enseignement enfin tout l'enseignement que je viens de faire. Et c'est vrai que ça a été une très longue formation, très intense. Mais voilà, si on veut quelque chose en silence à fond, voilà, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas eu de vacances, donc disons que je considère le confinement un peu comme profiter de ses proches, voilà, Ouais. pendant ce temps-ci. Mais voilà, j'ai été récompensée par les brevets plus récemment, voilà. Ouais, j'ai juste envie de te féliciter parce que c'est un parcours tout à fait remarquable. Et au moment où les avions sont cloués au sol, tu ne peux plus voler tant que la situation ne sera pas redevenue normale. Eh bien, tu t'es mis à délivrer des cours d'anglais via Internet puisque tu maîtrises cette langue parfaitement. Tu as décidé d'en faire profiter certains. C'est une initiative que tu as eue récemment, Daniel. Oui, alors j'ai mon diplôme d'enseignement de l'anglais aux étrangers depuis plusieurs années et je me suis dit que bon, étant clouée au sol, comme tu dis si bien, autant profiter de quelque chose que j'ai et que je peux utiliser, qui est celle de l'enseignement et aussi du côté en ligne, voilà, qui peut rester interactif et pour aider justement des jeunes vers le baccalauréat ou d'autres vers le TOEIC et des choses comme ça. Voilà. Génial. Daniel, tu restes à nos côtés s'il te plaît. On a Eric Hirschi qui vient de nous rejoindre dans la conversation. Eric, salut et merci d'être avec nous, cher Eric. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien confinés. Alors, tu vas compléter ce casting de cette émission spéciale des héros du confinement, puisque je souhaitais t'avoir à nos côtés, d'abord parce qu'on partage la même passion pour l'animation, certainement une partie aussi de la passion pour le sport en général, et puis on a un parcours assez similaire tous les deux, sauf que tu as la chance d'être un peu plus jeune que moi, et donc tu le vis avec des moyens que je n'avais pas forcément il y a quelques années, et j'ai le plaisir de partager avec toi cette émission sport sur France Bleu Héros. Donc je te remercie d'être avec nous. Je voudrais, tiens, puisque tu nous as rejoint, que tu nous dises un petit peu ce que tu fais, Eric, pour que chacun d'entre nous puisse mieux te connaître. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai, on va dire, globalement, 3 activités. Celle pour laquelle je suis le plus connu, je mets beaucoup de parenthèses, faut pas s'exciter là-dessus. Je suis speaker sportif. J'ai l'immense plaisir de partager les grandes émotions de clubs de sport comme le Montpellier Handball, par exemple, comme le BLMA, les filles de l'AS Montpellier, ou encore le Narbonne Volley. Et puis j'ai participé aussi à des belles pages et des grands moments d'histoire du sport, comme l'écran géant qui était présent pendant la Coupe du Monde et la finale de la Coupe du Monde de foot, que j'ai eu là aussi le plaisir de pouvoir animer. Donc ça, c'est ma première activité. Ma deuxième activité, tu l'as dit Philippe, c'est d'être ton panawan, notamment sur France Bleu Héros et de te permettre
permettre de partir en vacances, je l'espère, sereinement. Et puis j'ai deux autres activités, une où je développe tout ce qui est contenu médias, vidéo, notamment grâce à un plateau télé qu'on a mis en place à l'AT, et un plateau fixe, alors celui-là c'est le plateau fixe, c'est le plateau mobile qu'on met en place sur pas mal d'événementiels. Et puis enfin une dernière activité qui est une start-up qui vise à accompagner, à mutualiser les clubs de sport, alors pas forcément les plus connus, ceux qui sont le plus médiatisés, je dirais, ceux qui sont le moins médiatisés, comme le waterpolo, le hockey sur glace par exemple, vers ce qu'on appelle le sportainment, c'est l'association entre le sport et l'événementiel qui devient aujourd'hui un peu, je dirais, obligatoire. Voilà. Ouais, Eric, journaliste de télé, de radio, et puis également voyageur, puisque dans ta vie perso et dans ta carrière professionnelle, tu as eu l'occasion de faire quelques séjours, parfois assez longs, à l'étranger. Ouais, j'ai vécu 1 an et demi en Chine. C'était un rêve de gosse. Ça a commencé à 6 ans avec une affiche de Bruce Lee dans la chambre de mon enfance. Et puis après, j'ai toujours voulu un peu en savoir plus. Ça a toujours été un rêve. Et puis, je travaillais assez longtemps dans une petite radio qui s'appelle Énergie. J'en suis parti. En partant, je me suis demandé pas très longtemps en fait, ce que j'allais faire. J'ai pris en 45 secondes un billet d'avion pour Hong Kong chez l'argent d'une amie qui habitait là-bas. Et de là, j'ai fait mon passeport et je suis resté 1 an et demi en Chine. Tout d'abord à Pékin, où j'ai fait des choses assez étonnantes, comme manager un chanteur de métal à Pékin. Il y en a qu'un, je vous rassure. Et après, je suis parti à Changsha, parce que je voulais pas aller dans toutes ces mégapoles où on retrouve beaucoup d'occidentaux, beaucoup de Français notamment, et je voulais vraiment essayer de comprendre un peu la Chine. Donc je suis parti à Changsha, dans la province du Hunan. Je crois que j'étais à peu près le seul occidental qu'ils avaient vu depuis très très longtemps, et c'était une belle expérience, et je suis resté à peu près là-bas pendant 1 an et demi. Tu restes avec nous, Eric, on va converser ensemble avec nos autres invités que je vais vous présenter. Brigitte Nésus nous a rejoint, elle fait l'intermédiaire entre les réactions que vous pourriez avoir sur le Facebook Live en ce moment. Vous nous mettez un petit commentaire, une question, une interrogation. Vous avez envie de vous adresser à l'un de nos invités, n'hésitez pas à le faire. Brigitte nous relatera éventuellement vos remarques, vos questions. On va se tourner vers Romain Tarusson, qui est donc le président de l'association qui porte le Festival international du film de voyage et d'aventure de Montpellier. Romain, à propos d'aventure, ce festival, quelle aventure? Alors, une aventure d'abord humaine, je suppose, avec toute l'équipe qui t'a aidé à créer ce festival? Alors clairement oui, parce que à la base c'était un festival qu'on voulait ambitieux, alors que complètement associatif. Et on va dire que l'aventure humaine a commencé dès lors que l'équipe fondatrice du festival en fait a répondu présente à mon appel et à ce défi qui était un peu dingue, c'était qui était d'installer un grand festival de films de voyage et d'aventure, mais pas que, en plein cœur d'une grande métropole comme Montpellier. Alors avec la radio notamment, mais aussi très personnellement, on vous a accompagné depuis la création, depuis 2016, et on a vu en pratiquement 4 ans l'évolution de dingue qui s'est passée, le succès phénoménal de ce festival, avec des stars, entre guillemets, de l'aventure, des Laurent Balessa, entre autres, mais plein d'autres, des journalistes connus aussi, comme ceux qui ont présidé le festival précédemment. Est-ce que tu as, avec l'association, est-ce que vous avez eu le temps d'analyser ce succès fulgurant? Pourquoi ça fonctionne, Romain? Alors, le temps, on a été obligé de le prendre à partir de la 2e édition, même à partir de la première, puisqu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent et qui répondent présent. En fait, c'était un besoin latent, je pense. Montpellier est une ville qui est hyper cosmopolite, qui est étudiante. Il y a énormément de personnes qui viennent d'horizons complètement différents. D'ailleurs, on nous le dit assez souvent, à nous, les vrais Montpelliérains, c'est que les vrais Montpelliérains, c'est rare à Montpellier, a priori. Et du coup, je pense que ça vient de là, de ce besoin-là, plus le fait que Montpellier, c'est un peu le camp de base en fait du sud de la France. C'est un point un peu central entre les Pyrénées, les Alpes, des endroits où on peut pratiquer des sports de pleine nature, des sports outdoor, où on peut voyager aussi, puisqu'on a la chance d'avoir un bel aéroport ici, mais on a 2 gros aéroports, Toulouse et Montpellier et Marseille, pardon. Donc voilà, je pense que tout le succès de ce festival vient de là, et surtout du fait que on a réussi à y mettre on va dire notre touche, et d'y inculquer et on va dire d'y mettre en fait vraiment toute notre énergie pour qu'il nous ressemble ce festival.
Voilà. Alors en même temps, on aurait pu imaginer des projections de films tout simplement, alors tournés par des professionnels ou des amateurs, partis quelque part dans le monde, ou parfois pas très près de chez soi, parce que l'aventure elle existe aussi pas loin de chez soi. On a la chance d'avoir une superbe région Occitanie à ce sujet. Mais non, puisque le festival s'est totalement développé avec des rencontres, avec des animations pour les enfants, avec un village qui s'est installé sur l'esplanade à Montpellier. Bref, il y a eu tout un tas de ramifications sur ce festival qui s'est enrichi finalement au fil du temps. Alors oui, tout à fait. Il y a deux explications à ça. La première, c'est qu'on voulait que ce festival soit accessible au plus grand nombre de personnes. Et qui dit accessible au plus grand nombre de personnes dit qu'il soit quasiment entièrement gratuit. Bon, ça pouvait pas être possible par des soucis on va dire, de viabilité derrière économique, mais 90% du festival est entièrement gratuit avec uniquement les projections qui sont payantes et tout le reste en fait est gratuit. Donc les ateliers, les conférences. Et vu qu'on est des fêtards, les concerts qui ont lieu également sur l'esplanade Charles de Gaulle tous les soirs du festival sont également gratuits. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de rendre la culture voyage, la culture de l'aventure et cette soif d'aller à la découverte des autres, et pas forcément à des milliers de kilomètres, le plus accessible à vraiment au plus grand nombre de personnes. Alors on revient vers toi Romain dans quelques instants pour savoir comment vous vous êtes finalement repositionné par rapport au confinement que nous vivons maintenant et donc la difficulté de préparation d'un festival où les gens en ce moment sont quand même bloqués chez eux. Je voudrais qu'on passe à la présentation de mon clone, pas de mon clown, hein, quoique Roman Ricoun. Salut mon Henri. Salut mon petit. On se ressemble tous les deux. Ouais, et souvent quand on nous croise, on nous dit qu'on se ressemble, c'est vrai. Alors, tu aurais pu être boulanger, bûcheron, tu aurais pu être vendeur de glace, rasetteur ou footballeur, finalement tu es auteur-compositeur. Raconte-nous un peu ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas, Henri, s'il te plaît. J'ai fait tous les métiers que tu as dit, sauf rasetteur. Tu aurais pu. Et vendeur de glace, voilà. Et après, je cherchais un petit peu ce que je pouvais faire pour gagner ma vie et m'amuser en même temps. Et une guitare est tombée dans mes bras et ça a été le coup de foudre. Voilà. Et donc j'ai démarré ma carrière en 91. Ça va faire 30 ans l'an prochain. Et donc voilà, on est parti, on a monté un petit groupe de copains là. Et puis bon, après j'ai fait une carrière solo à partir de 2009. Mais j'ai passé toutes les places de village et toutes les de Péria, de Nîmes à Béziers, en passant par Arles, Alès, et voilà, toute la région. Alors, à l'inverse des autres invités de cette émission aujourd'hui, toi tu as voyagé beaucoup, mais dans un périmètre assez restreint finalement. Il t'est quand même arrivé de franchir les frontières de l'Occitanie. Ben, c'est-à-dire que j'ai un petit problème. Dès que je m'en vais et que je vois plus le Pic Saint-Loup, j'ai pas d'explication. J'ai un peu mal partout, je tremble, alors je voilà. Il faut qu'un jour la pointe chez moi, je vois le Pic Saint-Loup. Voilà. Et d'un côté le Pic Saint-Loup, de l'autre la mer. Voilà. Il n'y a que ça qui me ravit. Pour celles et ceux qui te suivent sur Internet et notamment sur Facebook en ce moment, ils assistent pratiquement chaque jour à une interprétation. La dernière, ou l'une des dernières, c'était cette mamie espagnole avec un accent sorti de je ne sais où, du fin fond de l'Espagne. Bref, tu es présent sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont deux mamies qui se parlent et c'est vraiment les genres de femmes qu'on rencontre dans tous les villages, quoi. On les appelle les langues de paye, mais bon, elles sont adorables, on les aime, on n'a pas besoin d'acheter, elles nous racontent tout. Je précise d'ailleurs que tu avais, il y a à peine 2 ans de ça, sorti un spectacle. Tu étais venu d'ailleurs le présenter à la radio, qui s'appelle Autour de Marcel, sous-entendu Autour de Marcel Pagnol. C'est un spectacle que tu as joué à de nombreuses reprises et qui a été très apprécié parce qu'il était un peu décalé dans ton répertoire d'amuseur, de feria. Et finalement, c'est un projet que tu as mené à bien, qui a été très apprécié. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit tournant dans ma carrière. J'ai commencé par des morceaux très festifs. D'ailleurs, on les retrouve sur Facebook. Là, je suis en train d'en jouer quelques-uns. Ceux qui veulent les voir, c'est sur ma page Henri Roman. Je ne les mets pas sur Ricoun officiel. Je les mets sur ma page perso Henri Roman. Donc, ça détend tout le monde. Ça, c'est les morceaux du début. Voilà, c'était très festif et tout. Et puis maintenant, j'ai envie d'écrire autre chose, quoi. Un peu l'actualité, un peu ce que je ressens, quoi. Voilà.
Donc, c'est vrai que c'est un autre répertoire. Et ce répertoire-là, il allait très bien avec l'univers de Pagnol. Donc, c'est Émilie qui travaille avec moi qui m'a poussé à écrire ce spectacle avec elle. Et donc, on se sent bien avec les musiciens, entouré des musiciens, sur un décor de place de village authentique, quoi. Hein, et puis, il y a un écran géant qui projette tout ce qu'il faut projeter pendant le spectacle, c'est nickel. Et puis, on entend les cigales, et si on respire bien, on sent un peu la lavande dans ce spectacle. Le thym, le laurier et la lavande. Henri, certainement que ce spectacle t'a permis aussi de retrouver un public de proximité dans les salles où tu l'as joué, et puis en même temps d'être entouré d'autres artistes, de musiciens, parce que quand on fait une carrière de chanteur, souvent, et par question de budget notamment, on se retrouve sur scène avec des bandes-sons et pas avec des musiciens. C'est ça. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que, voilà, justement, les gens jusqu'à maintenant, ils m'ont vu gratuitement, que ce soit au Ferrières, de Béziers, de Nîmes, d'Arles, n'importe où. Et dans tous les villages, ils m'ont vu gratuitement. Donc après, payer une place pour aller dans un théâtre, pour voir un spectacle comme ça, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident pour moi, quoi. Pour mon public non plus. Voilà, donc c'est ça qu'il faut arriver à faire rentrer dans les Absolument. Henri, tu restes avec nous et on reviendra vers toi pour que tu nous interprètes l'une des chansons dont tu as le secret. Je sais pas le cadeau que tu as envie de nous faire, mais en tout cas, voilà. Je passe la parole à Brigitte parce qu'on a peut-être des réactions sur le Facebook en live, en direct. Oui, on a déjà beaucoup de coucou à tous nos invités. On a une question de Damien Barral. Damien Barral, c'est notre chroniqueur sur HTV Sport que vous pouvez voir le mardi à 17h. Et il demande à Eric comment était One. Et ensuite, on a une question. Oui, parce que tu as parlé tout à l'heure de Wham. Ensuite, on a une question d'Alain Fleury à Romain qui lui demande, alors Romain comprendra sûrement, où est la bière? Alors, on va céder la parole tout de suite à Eric Hirschi à propos d'une question sport. Si tu as, en tout cas, Eric, compris la question, parce que je ne l'ai pas saisie, moi. Moi non plus, j'ai pas compris le WAM. Je sais pas de quoi on parle. Je veux bien que C'était peut-être Wuhan. La ville en Chine. Ah non, alors j'étais pas à Wuhan et j'étais là-bas, c'était un an avant les Jeux Olympiques qui se sont déroulés en Chine, donc c'était il y a quelques années, j'ai arrêté de compter, et c'était dans la province de Wuhan, qui n'a rien à voir avec la ville. Voilà. Et c'était pas rien à voir. Et tu as remarqué, Eric, je t'enlève la question sur la bière, je la pose à Romain. Ah non, mais c'est la personne qui pose la question, c'est mon responsable logistique qui est également en charge des parts du festival. Donc la question sur la bière, effectivement, lorsqu'on se réunit tous, on le fait souvent autour d'une petite bière ou d'un verre de vin, donc et ça commence à nous manquer à tous. Assurément. Je reviens vers Daniel Jackson qui est avec nous. Je rappelle qu'elle est pilote sur ces avions qui sont cloués au sol en ce moment, mais qui redécolleront forcément un jour. Ma chère Daniel, tu peux nous parler, essayer pas de nous résumer, mais de nous parler de la formation de pilote. Quelles ont été les grandes difficultés que tu as rencontrées dans cette formation? Bon, pour le coup, j'ai eu la chance de ne pas avoir la frontière de la langue, on va dire. Donc déjà, à ce niveau-là, j'ai pas eu de soucis. Mais on commence en général tout d'abord par un véritable tas de théories. Et c'est un peu ce qu'on surnomme le filtre, c'est ce qui va filtrer les vaillants des moins vaillants, on va dire. Donc ça peut aller jusqu'à 16 heures par jour, même plus parfois de théorie. Il faut être endurant, voilà. Donc ça, c'était la première ère à franchir, on va dire. Et le moment entre la théorie et la pratique, il est très long. Tu peux passer 3 mois dans la théorie avant de monter à bord d'un cockpit d'avion? Alors, ça dépend en fait, ça dépend des différentes écoles de formation. Elles ont chacune leur manière de faire les choses. Celle que moi j'ai faite, en fait, on passe 8 à 9 mois intenses, donc tous les jours à étudier. Et après, on commence sur de tout petits avions à une seule hélice. Voilà. Et on progresse au fur et à mesure à bimoteurs et ensuite sur de petits jets pour arriver sur de plus gros jets. Voilà.
Alors quand les avions, peut-être les Airbus sur lesquels tu vas piloter, redécolleront, je serai peut-être un jour à bord de celui que tu piloteras. J'ai aperçu quelques femmes pilotes de ligne, mais encore très peu. Est-ce que dans ta formation, par exemple, tu as pu constater que vous n'étiez pas encore tout à fait à égalité, j'allais dire, avec les hommes en ce qui concerne les postes à pourvoir? Alors, à savoir que dans le monde en ce moment, il n'y a que 5% de femmes qui sont pilotes commerciales. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on représente une toute petite population et ça m'a été montré aussi pendant ma formation parce que en rentrant pour ma première journée, on était 32, j'étais la seule femme. Quand on est passé sur d'autres phases de la formation dans différents pays, de nouveau la seule femme. Voilà, et jusque maintenant, sauf pour un seul mois, tous les autres mois de ma formation, il n'y avait que moi. Voilà, pour la représentation féminine. Bon, je pense que dorénavant, grâce à toi, tu piloteras les avions et on mettra les hommes hôtesses de l'air, enfin hôtes de l'air en l'occurrence. Eric, je reviens quelques instants sur toi parce que je voudrais qu'on parle de ce confinement que nous vivons depuis quelques semaines maintenant, car on peut le dire, avec ta profession, tu as été parmi les premiers impactés. Hein. On parle aujourd'hui dans l'économie de tout ce qui est à l'arrêt, mais toi, dans ton métier de speaker, de sport, le sport s'est très vite arrêté. Raconte-nous un petit peu ce passage à l'isolement comme ça pour nous. Oui, effectivement. Alors, je sens que l'objectif, c'est pas du tout d'être plaintif dans mon propos, mais pour ceux qui ont vu le film Avenger, il y a un personnage qui s'appelle Thanos et qui d'un coup, comme ça, réduit la population mondiale. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon métier en fait. C'était un dimanche soir quand le ministre de la Santé, je crois, a annoncé qu'on avait arrêté, ils interdisaient les regroupements de plus de 1000 personnes. Eh bien, j'ai perdu tout mon travail pour les 3-4 mois à venir. Donc, bon, c'est un peu angoissant, c'est un peu stressant, mais la santé prime quand même avant tout. Et c'est vrai que le sport a été assez rapidement, très vite touché, parce que le sport se joue à plusieurs. C'est un sport, on peut difficilement faire du sport sans avoir de contact, déjà les joueurs entre eux, et il faut un public, et quand il n'y a plus de public et plus de contact, ben, il n'y a plus de sport, donc c'est allé effectivement là-dessus très 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 vite, avec ce qui est un tout petit peu compliqué, je dirais, si on veut essayer de s'organiser maintenant, toutes les fédérations, on le voit, ont commencé à éliminer, à arrêter en tout cas les compétitions tout d'abord amateurs, etc., etc. On a encore, presque pas parler d'espoir, plus d'espoir pour que les championnats puissent continuer. Malgré tout, 2-3 ligues, notamment celle de foot, est en train d'essayer de voir comment ils pourraient éventuellement la reprendre, mais enfin, il faut être concret sur ce sujet-là. Un sportif, il lui faut à peu près un mois et demi pour se réathlétiser, pour pouvoir être à son niveau de forme. Et donc, ça veut dire qu'à la fin du confinement, il faudra qu'on attende encore un mois. Donc, ça va nous amener entre juillet et août. C'est quasiment impossible. Ouais, il faut se projeter très certainement sur un début de saison prochaine à partir du mois de septembre. Hein. Enfin, courant août ou septembre, si les choses évoluent, on le souhaite, mais on n'en est pas encore là. Brigitte, bien entendu, tu interviens s'il y a des remarques. Hein. Je suis à l'observation de tes petits signaux. Romain Tarusson, Romain, vous préparez le prochain festival qui aura lieu du 24 au 27 septembre, si tout va bien. Mais en attendant, vous avez pris des initiatives via Internet, via le site du festival, du What a Trip. Raconte-nous un petit peu ce que vous avez mis en place. Alors oui, ben alors nous effectivement on a la chance de ne pas encore être impacté enfin l'événement en lui-même n'est pas impacté par la crise du Covid. Néanmoins, on a déjà eu à annuler pas mal de petits événements qu'on organise tous les mois, des after-work voyages qu'on organise à Montpellier et que pour la première fois avec un de nos partenaires, on exportait à Paris, à Nantes, à Toulouse. Donc tous ces événements-là ont dû être annulés. Et étant donné que, on va dire, ce contact avec ce qu'on appelle la communauté des voyageurs de Montpellier nous manquait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de continuer à garder le lien et à continuer à donner un peu le smile aux gens. Et on a vu qu'il y avait pas mal de réalisateurs, d'aventuriers qui avaient démarré au début du confinement
qui avaient commencé à mettre leurs films en accès libre sur Internet. Donc il faut savoir que c'est un gros effort qu'ils font parce qu'ils vivent très difficilement, pour ceux qui arrivent à vivre de ça, des diffusions et de la vente de DVD de films ou de VOD, de vidéos à la demande. Mais beaucoup ont commencé à faire ça. Et on s'est dit, tiens, on va un peu référencer l'ensemble de ces initiatives et des films qui sont disponibles sur notre site internet pour en donner accès pour le communiquer au maximum de personnes qui nous suivent. Et c'est comme ça qu'est née cette plateforme de films sur notre site. Ouais, alors il y a beaucoup de films qui sont présents sur le site par rapport aux éditions précédentes, depuis 2016. Il y a une partie de ces films qui sont à voir, à regarder. D'ailleurs, c'est signalé à chaque fois en bas. Parfois il y a des liens, parfois ça fonctionne pas. Je pense bien que je suis allé voir pour m'évader aussi. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. Puis ça permet de partager aussi des aventures de gens qui ont vécu des choses assez extraordinaires dans plein de domaines. Tu pourrais aussi peut-être, Romain, nous dire un mot sur l'édition qui est à venir. Vous aviez déjà préparé, vous aviez déjà le nom de la présidente en l'occurrence. Où est-ce que vous en êtes, Romain, actuellement? Alors là, le jury est en cours de constitution encore, donc on a effectivement annoncé le nom de la présidente qui est Carolina de Salvo, qui est la présentatrice de l'émission Faut pas rêver sur France Télévisions. On a ensuite annoncé qu'il y avait Enak Gavaggio qui rejoignait le jury, qui est un grand champion de ski qui se fait appeler, qui est connu sous le nom de Rancho, et qui a une web série sur YouTube qui s'appelle Rancho Web Show et qui est très 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 connue dans le monde du ski et on va dire du sport de haut niveau. Et ensuite, on a annoncé dernièrement la venue dans le jury de Mathieu Torder, qui est le plus jeune Français à avoir rallié le pôle Sud en solitaire, en complète autonomie et en 52 jours, il me semble. Donc voilà, là on est encore en contact. Donc petit à petit, on annonce des noms des membres du jury jusqu'à la conférence de presse qui aura lieu, si tout va bien, à la mi-juin, en présence de Carolina de Salvo, justement. Bon, oui, vas-y, je t'en prie. Et là, on a fini, les candidatures pour la compétition officielle de films sont terminées. On a reçu en tout une 60aine de films, je crois, et on est là maintenant en cours de sélection des films qui vont concourir lors du festival. Eric, toi, tu as décidé de ressortir un peu les souvenirs de la caisse à souvenirs. C'est bien parce que en surfant sur ton profil Facebook, on s'aperçoit que tu as fait des choses extraordinaires. Et au moment où tu es tout seul chez toi, comme nous tous confinés à la maison, on s'aperçoit que tu as eu l'occasion de t'adresser à 10 000, à 15 000 personnes sur une scène. Ça reste des moments forts pour toi, ça? Oui, forcément. Moi, je suis très heureux, j'ai une chance inouïe, je suis très heureux tous les matins quand je me réveille du métier que je fais. Il n'y a pas de mots suffisamment forts pour expliquer parfois les émotions qu'on peut vivre. J'aime dire que ce que j'aime dans le sport, c'est pas uniquement l'aspect sportif et la compétition. Si je vais prendre un exemple, quand le Montpellier Handball a été pour la deuxième fois champion d'Europe à Cologne en Allemagne, j'ai eu la chance d'y être, invité par l'EHF, l'organisation de l'événement. Il y avait 4, donc pour la Final Four, il y avait donc 4 clubs, et donc les 4 speakers étaient invités. On avait 5 petites minutes juste avant le début du match pour haranguer un peu nos supporters. Même encore aujourd'hui, quand je pense à ce moment-là, je vais diffuser lundi le Facebook Live où je rentre et je découvre pour la première fois cette salle de Cologne, la Lanxess Arena, avec 40 000 personnes à l'intérieur. Quand vous êtes en bas, vous voyez même pas les sièges du haut. C'est quelque chose qui est extrêmement fort. Puis j'ai la chance aussi de travailler sur d'autres choses, comme effectivement une tournée de chanteurs des années 2000 qui s'appelle Back to Basic, qui va redémarrer dans une dizaine de zéniths à partir de septembre. On espère ne pas être impacté évidemment par la crise sanitaire à ce moment-là, mais là aussi faire plaisir aux gens, participer avec eux, créer de l'émotion, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. C'est pas notre ami Kuhn qui me dira le contraire. Tu me cèdes effectivement la parole pour que je la lui donne, parce que Henri, toi, les scènes, tu connais ça depuis très très nombreuses années. Est-ce que les publics d'ailleurs ont changé au fil du temps, Henri? Est-ce que tu as eu l'impression en 20 ans par exemple que le public aujourd'hui ne se comportait pas forcément de la même façon, en bien ou en moins bien, par rapport à aujourd'hui? Non, j'ai toujours eu le seul truc qui a changé, c'est qu'au début j'avais les parents, maintenant j'ai les enfants.
qui viennent. Et fais gaffe quand tu auras les petits-enfants, c'est que tu auras pris un coup de vieux. Hein. J'aurais porté là, ouais. Les publics, ils sont. Oui, ça change. Après, au bout d'un moment, tu vois d'autres têtes et tout ça, bon, c'est normal. Hein. Et puis, il y a ceux qui ont des enfants qui restent à la maison, qui ne sortent plus. Mais bon, ceux qui veulent me revoir en concert, il va falloir qu'ils attendent 2021. C'est mal barré. C'est mal barré. J'ai reçu un mail cette semaine du programmateur de la feria de Béziers, là, du village de la 3e mi-temps. Il m'a dit tous les festivals sont annulés, tous les festivals de l'été sont annulés, et je ne vois pas pourquoi la feria de Béziers passerait à travers. Ouais, c'est Jean-Marc Cabrol, le village de la 3e mi-temps. C'est Jean-Marc qui m'a envoyé ce message. On espère encore, hein, mais. Et puis, je sais pas, c'est. Même nous, les artistes, moi personnellement, je vais sortir de là, mais j'ai pas envie d'être heureux comme on devrait l'être normalement. Quoi. C'est pas. Il y a un avant et un après pour tout le monde, assurément. Voilà, c'est ça. Il va falloir un moment, je pense, pour que tout reparte normalement. Daniel, si tu as des nouvelles de l'Angleterre, je suppose que tu as des liens toujours là-bas. Est-ce que tu as eu vent d'une opinion de ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est assez similaire à ce qu'on connaît en France? Est-ce qu'il y a la même inquiétude, le même pessimisme parfois, la même réalité en tout cas, parce qu'on le voit dans les chiffres du Covid-19, c'est également dramatique en Angleterre. Alors, oui, nous sommes, je dis nous, mais autant en France qu'en Angleterre, je pense que l'inquiétude y est. Le fait est qu'en Angleterre, le confinement s'est passé bien peut-être 10 jours après celui de la France. Donc, disons que nous, on a pris les devants un petit peu par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est la même situation par rapport aux hôpitaux qui sont saturés. Voilà, il y a les travailleurs dits essentiels et qui se mettent toujours au front, on va dire. Mais ouais, il y a quand même toujours cette disons cette angoisse cachée, mais c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, on montre pas trop les sentiments. Hein. Mais en tout cas, ils ont beau temps là-bas, ce qui fait une belle différence, donc ils peuvent profiter de leur jardin. Est-ce que de façon très optimiste, tu envisages déjà le premier vol que tu referas après cette période? Oui, ce sera un vol de voltige, hein, voilà. De toute façon, tout ce qui est par rapport à l'emploi dans l'aviation est de toute façon figé en ce moment. Donc, pendant cette recherche à nouveau, mais voilà, ce sera la voltige qui primera et en espérant, qui sait, peut-être décrocher une place au podium cette année. J'ai eu l'occasion de voyager en 2019 à 3 reprises, donc de prendre plusieurs fois l'avion, et je fais partie des gens un peu angoissés quand ils montent à bord. Qu'est-ce que tu pourrais nous distiller comme j'allais dire, optimisme pour pas qu'on ait peur quand on monte en avion? Je dirais tout simplement, tout pilote au monde est formé avec un grand F, on va dire, et chaque pilote au monde, qu'on soit au début de notre carrière ou à la fin de sa carrière, tous les 6 mois doivent passer 2 jours entiers dans le simulateur pour revoir tous les différents scénarios. Et ça, c'est un contrôle pendant lequel on met notre permis entre les mains, on va dire, de l'instructeur à ce moment-là. Et donc on doit être performant tout le temps. C'est un réel contrôle continu tout au long de la carrière. Voilà. Donc déjà, je pense que c'est bon pour les passagers de savoir qu'on est entre de bonnes mains. Voilà. Ouais, et puis du côté technique aussi, si ce n'est que de rares, malheureusement tragiques problèmes techniques, c'est quand même un moyen de se déplacer très très sûr dans le monde, et ça a été évoqué très très souvent. Tu restes encore un petit peu avec nous, Daniel. Je voudrais repasser par Brigitte qui a peut-être des choses à nous faire remarquer. Tout à fait, Philippe. Alors, c'était un peu pour remonter le moral à Rikun, parce qu'il a un fan club. Donc, il a Marie-Carmen qui lui dit Rikun, un talent sans prétention, mais un vrai talent. On a aussi Seb Lou, trompettiste, qui lui fait un petit coucou et qui lui demande son fan club Rikun, est-ce qu'il est toujours fidèle? Ah oui, toujours. Ils sont toujours là. À tous les concerts, ils suivent partout. Ouais, franchement, il y en a beaucoup qui suivent partout. Ouais. C'est vrai.
Alors, une autre remarque aussi, il paraît qu'on te regarde aussi du Ventoux et pas que du Pixel. Je ne sais pas qui c'est, ouais. C'est le plus grand réboussier de la Terre là, qui me parle. C'est ça que Voilà. Déjà, pour habiter là-haut, il faut être réboussier. Alors. C'est pas le mont Ventoux, c'est le mont Pelé-Ventoux. Hein. C'est vrai que. Je ne crois pas que tu es mon seul ami du bout du monde hein, quand je vais chez lui. On va voir que ce que c'est que quand tu ouvres la fenêtre le matin, tu vois les petites les chamois, tu vois un peu de tout, quoi. Tous les animaux de la forêt. C'est bien. Dis-moi, Henri, que veut dire réboussier pour ceux qui ne connaissent pas un peu la langue de chez nous? Alors, le réboussier, c'est quelqu'un qui est jamais content. Il faut toujours qu'il trouve à redire. Hein. Il est jamais content. Voilà. Et c'est un peu moi, quoi. Voilà, ben, un peu nous, on est un peu comme ça. Mais dans le midi, on est un peu comme ça. Mais c'est aussi le nom de l'émission, Les Réboussiers, à laquelle je participe à France Bleu, Gare aux Herbes. Gare aux Herbes, exactement. Oui, parce que tu fais de la radio aussi, comme nous. Eric, je reviens vers toi quelques instants. Henri, tu te prépares, on terminera l'émission avec toi et en musique, si tu le veux bien. Il y a déjà pratiquement 45 minutes que nous échangeons. Eric, est-ce que toi, tu as des retours via Internet, via Facebook, via le téléphone, des gens qui font ton quotidien professionnel? Est-ce que tu as des contacts? Est-ce que tu as des infos également de l'extérieur? Oui, bien sûr. Je passe évidemment beaucoup de temps à partager, à échanger. Hein. C'est pas parce qu'on reste chez nous qu'on arrête de vivre et surtout pas. Faut surtout pas évidemment s'enfermer ni intellectuellement ni culturellement. C'est peut-être une façon de vivre qui est différente, mais qui ne doit évidemment pas changer. Et je continue évidemment à prendre des nouvelles, à suivre. Les réseaux sociaux sont là. Je pense qu'ils ne se seront jamais aussi bien portés que maintenant. Et finalement, comme il faut toujours trouver du positif quelque part, je trouve que ça a permis aussi à beaucoup de clubs de pouvoir recréer peut-être un lien un peu différent entre certains joueurs et certains supporters, voilà, parce que du coup il y a moins l'aspect compétition, on est plus sur le vécu, ça permet de pouvoir découvrir un joueur qu'on a l'habitude d'aimer dans sa personnalité, dans ce qu'il est, dans son humanité, et je pense que ça peut aussi apporter beaucoup. Mais oui, je passe beaucoup de temps et je suis en train de réfléchir justement parce que je pense qu'on ne sortira pas de ce confinement demain, donc justement peut-être à faire aussi un petit Facebook Live ou quelque chose comme ça pour essayer de regrouper un peu toutes ces informations que je peux avoir, parce que forcément parler devant un Facebook Live ou devant un micro, ça manque toujours un peu pour les gens comme toi ou comme moi. À ce propos, est-ce que tu as une question à poser à Romain, à Daniel ou à Henri? Alors, oui, la question est pour Romain. Hormis la passion qu'il a pour le voyage, parce que Romain est un garçon que je connais très bien, et pour la petite histoire, ma carrière de skieur a quelque part indirectement commencé par Romain, qui à l'époque travaillait au handball, au Montpellier Handball. Et donc on se connaît depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui t'a amené à créer ce festival, en dehors évidemment de ta passion et de ta curiosité personnelle que je te connais? Ben en fait, j'ai un peu, enfin, lorsqu'on s'était rencontrés, ça remonte maintenant, hein, mais j'avais retrouvé un peu de moi dans ton profil, dans ton parcours, etc. Et en fait, c'est que je voulais depuis très longtemps organiser un bel événement, en fait, un gros événement sur Montpellier destiné à partager, en fait. Je savais pas quelle forme ça allait prendre, ni autour de quelle thématique ça allait tourner, mais je voulais juste un événement pour fédérer les gens autour d'une thématique, autour d'une thématique qui puisse les rassembler et qui puisse leur faire vivre une véritable bulle. Puis après, de par des expériences de voyage, en fait, et de par une expérience professionnelle à Annecy, en fait, j'ai découvert que les festivals de films de voyage d'aventure existaient. Je me suis dit, bon, ben, ça a été le déclic. Donc voilà, ça vient de là. Est-ce que, Romain, tu as une question à poser à Daniel ou à Henri? C'était pas une question, mais plutôt pour on va dire remettre le moral. Il faut qu'on reste positif. Hein, faut qu'on reste positif. Je savais pas que l'annonce avait été faite pour les festivals de l'été, mais
voilà, dans tous les cas, on va s'en sortir. Donc il faut toujours aller de l'avant et on est tous connectés, même si on ne peut pas se voir. Et grâce aux personnes et aux talents qui nous entourent, comme Rikun, ben voilà, on peut voir, on a certaines bulles dans la journée qui se font grâce à la musique, grâce à l'humour pour des humoristes, ou même grâce à des initiatives personnelles. Et donc voilà, faut qu'on reste positif, très très positif. Est-ce que Daniel, tu as une question ou une remarque à faire à nos autres invités? Je dirais pas vraiment une question, mais plutôt une remarque, parce que ça fait toujours plaisir, en fait, par ce biais de rencontrer des personnes aussi intéressantes, avec des parcours aussi enrichissants. Voilà, et merci pour cela. Mais c'est vrai que j'admire tous vos parcours, et je me dis que bien qu'on soit dans cette situation, en ce moment de confinement, où on ne peut pas se déplacer ou voir des proches, c'est vrai que voilà, par la musique, par exemple, voilà, ça rapproche tellement de monde. Et je pense que voilà, essayer de voir notre côté positif, comme disait si bien Romain, c'est essentiel, mais voilà, je pense qu'elle n'est pas si difficile à trouver quand on voit voilà, une personne comme vous, avec qui on sait que vous êtes là, on peut parler ensemble. Et c'est des petits moments comme ça qui remontent le moral pour tout le monde, je pense. Ouais. Est-ce que tu conseillerais, Daniel, à chacune, à chacun d'entre nous de changer de parcours comme tu l'as fait, en partant dans des axes tellement opposés à ce qu'on sait faire? C'est se remettre en cause, c'est prendre des risques. Il faut être accompagné, il faut avoir un cercle familial, il faut avoir la niaque, il faut être obligé de le faire. Alors, je pense qu'on n'est pas obligé de le faire. Je connais des personnes qui ont souhaité faire un métier depuis qu'ils sont tout petits, et tant mieux pour eux. Moi, ça a été volte-face. Voilà, j'ai changé de métier. La passion m'est venue assez rapidement. Mais oui, il faut avoir la niaque, et il y a beaucoup de gens, il faut être motivé. Mais je pense que surtout, il faut avoir la discipline. À partir du moment qu'on est discipliné, c'est pas grave qu'on soit motivé ou pas. Si on a des jours qui sont plus mauvais que d'autres, tant qu'il y a la discipline, ça nous porte en fait vers notre but. Et Winston Churchill justement avait dit une très belle phrase. Voilà, il faut être, comment je traduirais ça? Il faut être têtu avec ses objectifs, mais flexible dans ses moyens. Jolie formule. Je vais vous laisser dans quelques instants à chacun le petit mot de la fin. Je voudrais qu'on écoute Rikun, qui a eu la gentillesse de sortir sa guitare. Juste avant qu'on ne se quitte, puisque ça fait pratiquement 50 minutes que nous conversons, juste après avoir écouté Rikun, on se fera un petit coucou, avec la promesse peut-être de se revoir le plus rapidement possible. Mais surtout, je vous laisserai un petit mot de la fin. Rikun, c'est à toi. Mais moi, c'est une chanson que j'ai composée parce que je suis souvent invité, tu sais, à des petits repas. Alors, à droite, à gauche, avec des pêcheurs, avec des chasseurs. Et donc, qui dit petit repas dit après, quand on fait les analyses de stade, ben, on va chez le docteur. Et le docteur, il froisse les sourcils. Donc, la chanson s'appelle Le collègue stérol. Une vive s'est suicidée dans mon assiette. Elle m'a félicité pour mon coup de fourchette. J'ai toutes les cassettes de la célèbre Maïté. Je connais ses recettes. Oh, qu'il est bon mon cassoulet. On a tous un collègue qui s'appelle Stérol. Il est souvent caché dans une casserole. Le docteur veut sa peau quand les compteurs s'affolent pour faire baisser le taux du collègue Stérol. Le collègue Stérol. Quand les compteurs s'affolent. Qui donne du jambon, du fromage et du molle. Tout oiseau qui vole est bon pour la casserole. Le collègue stérol. Moi je suis son idole. Mais le docteur veut sa peau pour faire baisser le taux. Baisser le taux du collègue stérol. En février, on a tué le cochon. C'est pas encore interdit par ma religion. Ça tombe bien, du coup j'en ai profité pour finir le pâté. Ah que c'est dur de faire des sacrifices. Dès que je vois passer un pli de saucisse, je me dis que dans le cochon tout est bon. Moi je garde la queue pour le tire-souchon. Le collègue stérol. Quand les compteurs s'affolent. J'y donne du genre.
jambon, du fromage et du molle. Tout oiseau qui vole est bon pour la casserole. Le collègue stérol, pam. Moi je suis solidol, pam. Mais docteur de sa peau pour faire baisser le taux. Baisser le taux du collègue stérol. Il habite chez moi, c'est mon colocataire. Il est là juste pour me boucher les artères. Il donne des conseils à Monsieur Diabète qu'il boive son café avec la sucrète. Quand il rencontre Madame Prostate, vous pissez trop souvent, vous savez le cul qui gratte. Son pire cauchemar, c'est de voir débarquer 5 fruits et légumes partout. Un mongosier, le collègue stérol, pam. Moi je suis solidol, pam. Le docteur veut sa peau pour faire baisser le taux. Baisser le taux du collègue stérol. Le collègue stérol, pam. Quand les compteurs s'affolent, pam. J'y donne du jambon, du fromage et du molle. Tout oiseau qui vole est bon pour la casserole. Bon. Vous aurez tous compris qu'Henri est un épicurien. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Danielle est disciple d'Escoffier. Elle sait aussi ce que c'est que bien manger. Tous les oiseaux ne vont pas dans la casserole, hein, on préserve la nature, surtout en ce moment. Mais en tout cas, c'est toujours sympa de t'entendre, Henri. On va faire un petit tour de table avant de se quitter. Alors, je vais commencer avec toi, Daniel, en te souhaitant bien entendu de continuer à partager ton expertise de la langue de Shakespeare, mais également de Molière, puisque tu maîtrises si bien les deux. Et puis voilà, j'espère que tu as pris un petit peu de plaisir à participer à cette conversation avec nous. Absolument. Merci beaucoup, Philippe, pour l'invitation. Ça m'a donné beaucoup de plaisir de vous rencontrer tous et aussi de repratiquer un peu le français parce que voilà, je suis en famille avec ma famille anglaise, donc j'ai dû m'y remettre un petit peu pour cette émission. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir fait trop de fautes non plus. C'est dommage, si tu l'avais dit, on l'aurait faite en anglais cette émission, mais je ne le savais pas. Avant de te dire au revoir, je repasse par Brigitte pour savoir si elle avait une petite réaction avant qu'on conclue cette émission. Brigitte ? Non, a priori, rien de chez Brigitte, sauf si elle ouvre le micro. Pas de question, mais beaucoup de félicitations de Josie qui est de Toulouse pour l'émission, toujours pour Rikun qu'on dit excellent, Body Surf aussi, Med Session qui est de Palavas nous applaudit, donc que des commentaires très sympas. Merci à eux. Ouais, merci beaucoup de nous suivre sur HTV, le live en l'occurrence. Il y a d'autres émissions, aujourd'hui nous l'avons partagé, mais il y en a d'autres pratiquement chaque jour, donc vous pouvez découvrir d'autres personnalités. Je vais saluer Eric, mon cher Eric, je ne sais pas quand est-ce que nous partagerons la prochaine émission ensemble, ou la prochaine ambiance de salle, mais j'espère pas trop loin. Oui, pas trop loin, bientôt, très bientôt. Moi, je reste convaincu que c'est une période évidemment qui est à passer. Je dirais volontairement pas difficile à passer. Je pense qu'en toute chose négative, on doit en tirer du positif. Prenez du temps pour être avec vos amis, prenez du temps pour être, même si c'est à distance, pour être avec votre famille, pour vous ressourcer. Et je pense que c'est peut-être le détail qui peut aussi faire la différence. Et je ne doute pas un seul instant, quand on sera sorti de ça, on va tous reprendre plaisir, évidemment, encore plus, parce qu'on en aura besoin pour pouvoir se retrouver, échanger, faire la fête, aller au White Street Festival, etc. Est-ce que comme moi tu es devenu un expert de la vaisselle, de l'aspirateur, du nettoyage Et alors moi j'avais un peu abandonné une passion que j'avais depuis très longtemps, qui était la cuisine, parce que j'avais plus beaucoup de temps. Avec ma femme et 2 petites filles, elles sont c'est mon jury, et donc c'est Top Chef un peu tous les jours, et je reprends énormément de plaisir à refaire la cuisine et tout ce qui va avec, évidemment, c'est-à-dire ranger la vaisselle, faire la vaisselle, ce qui est un bonheur excellent. On sent l'homme épanoui que tu es devenu. Romain Terrusson, président du White Street Festival, dont je rappelle que la prochaine édition est prévue du 24 au 27 septembre prochain. On va vous souhaiter déjà beaucoup de courage avec toute l'équipe. Je suppose que vous êtes en lien constant, y compris confinés chacun
chez soi? Oui, tout à fait. Oui, on se fait pas mal de réunions à distance. On a des WhatsApp, etc. Donc on est toujours connectés, interconnectés, puisque mine de rien, on continue à travailler. J'avais juste un petit message moi, aux personnes, notamment au festival. Il y a pas mal de festivals qui ont déjà été annulés. Hein. Je pense notamment à Escala 7, etc. Donc qui sont des festivals amis. Donc on pense très fort à eux parce qu'on est conscient que c'est quelque chose qui est qui est dur à encaisser, mais voilà, on pense également à toutes les personnes qui, là je parle au nom du festival, à toutes les personnes qui sont impactées par cette crise, mais il faut garder le sourire et toujours aller de l'avant, et merci en tout cas pour cette émission qui a été une petite bulle dans nos journées, qui se ressemble mine de rien, qui commence à se ressembler mine de rien les unes les autres. Henri, on te retrouve sur France Bleu Gard-Lozère via Internet aussi, hein, d'ailleurs, si on n'est pas sur place. Oui, France Bleu, c'est pareil, je ne serai pas encore, hein, ça sera quand tout sera fini, quoi. Mais bon, je voulais vous dire que j'ai passé un super moment avec vous, et puis on a tous des parcours assez atypiques les uns les autres, tu vois. Et je terminerai sur une phrase une citation du célèbre Marcel Pagnol qui disait « Va au bout de tes rêves et vis ta passion. C'est ta seule chance d'être original. » Voilà. Le mot du sage. Les amis, je vous remercie beaucoup, ça m'a donné l'occasion de passer un petit moment avec vous, et vous nous manquez, on se manque mutuellement parce qu'on est tous des gens de passion, des passionnés, quel que soit en tout cas l'avenir de nos prochaines semaines, de nos prochains mois, restons confinés et surtout prenez soin de vous. J'aurai le plaisir moi de vous retrouver celles et ceux qui nous écoutent sur la radio, sur France Bleu Héros cette semaine. On va bien entendu être présent au niveau de l'Occitanie, on continue, les équipes sont mobilisées bien entendu à vos côtés pour garder le lien, c'est important, et surtout vous accompagner. Merci à Willy Saltel, HTV le live, merci à Brigitte Nésus, et merci à vous tous, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. À bientôt les amis. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi, merci à tout le monde.